il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut écouter ce que les gens disent, il faut discuter, il faut opposer ses points de vue, il faut se tromper, il faut accepter de perdre, il faut recommencer, il faut pas perdre espoir. Je dirais que le mieux même pour progresser, c'est de trouver des gens qui sont pas d'accord avec vous. Je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on oppose ses arguments que si en fait dès que les gens sont pas d'accord avec nous, on se ferme et on dit bon, ils ont tort, ils sont bêtes. Je vais aller parler à des gens qui sont d'accord avec moi, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Je pense pas. Je pense que le meilleur conseil pour progresser, ce serait bizarre, mais ce serait discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec vous. Donc pas se disputer, hein, pas se hurler dessus et pas s'entre-déchirer, mais voilà, écouter les arguments, les opposer aux siens, accepter quand l'autre a raison, faire évoluer sa manière de penser. Enfin, je pense que en discutant avec quelqu'un qui est pas d'accord avec nous, c'est là où en fait notre schéma de pensée va le plus en plus va s'étoffer, va s'améliorer, et je pense que c'est ce qui va permettre en tout cas de progresser dans l'analyse, dans la connaissance du jeu, mais ça demande quand même voilà, d'accepter d'avoir tort, d'accepter de se tromper, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de s'améliorer. Des fois on a des idées reçues, en fait elles sont fausses, mais tant qu'on n'est pas confronté à ça, en fait on peut être persuadé d'avoir raison, et du coup faut accepter quand même de se remettre en question. Donc je dirais de la persévérance et du coup un peu d'humilité pour accepter d'avoir tort, et surtout aimer confronter son point de vue et l'opposer à quelqu'un d'autre, pour pas se disputer et pas se fermer, mais au contraire pour faire évoluer tout ça et en sortir meilleur en tout cas. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un jeu. Alors même si on est là pour gagner, il faut que ça reste un moment de plaisir, il faut qu'on s'amuse en jouant, parce que si on prend du plaisir, si on aime jouer au jeu, ça sera tout simplement beaucoup plus simple de s'impliquer, beaucoup plus simple de passer du temps à jouer, donc de s'entraîner et de s'améliorer. Et du coup je pense que garder cet état d'esprit, cette psychologie en tout cas là, de jouer pour s'amuser, de prendre du plaisir en tout cas en jouant, je pense que c'est presque une des premières conditions, en tout cas pour moi c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit, même si on veut devenir un très bon joueur. Je pense que si on n'a plus la flamme, si on n'a plus l'envie de jouer à l'Orcana, je pense que ça devient compliqué de continuer à jouer et à être bon, tout simplement, parce que je pense qu'on est bon quand on fait quelque chose qu'on aime. Si on fait quelque chose à contre-pied, en général on est moins bon. Enfin en tout cas on sera pas au plein potentiel, au maximum en tout cas de ce qu'on peut faire. Et donc je pense vraiment, si je devais donner un conseil, si j'étais en mesure en tout cas de donner un conseil, je dirais de garder cette flamme, de garder cette envie et ce plaisir de jeu. Je pense qu'il faut surtout définir ce que tu veux dans le jeu, ton but dans l'Orcana, et est-ce que tu veux t'amuser, juste passer un bon moment, et comme ça tu peux jouer dans ta ligue ou à la maison avec tes enfants ou avec tes amis, et là tu peux jouer tous les decks que tu veux, toutes les cartes que tu veux, mais si ton but c'est de gagner un challenge l'Orcana ou de faire jour 2 par exemple, là tu dois beaucoup t'entraîner, tu dois consacrer beaucoup de temps à l'Orcana, tu dois t'entourer de bons joueurs, tester les decks différents, etc. En fait, plus tu vas piocher des cartes, plus tu vas arriver à influer sur le hasard de l'ordre de tes cartes. Donc effectivement, si dans ta partie tu vas piocher 20 cartes, ou si tu vas en piocher 40, bah forcément tu auras 2 fois plus de choix à faire et 2 fois plus de possibilités d'aller gagner une partie, quoi. Donc, le TCG globalement, tu as un tiers du joueur, un tiers du jeu et un tiers de chance. Et après, bah, du coup, même si tu as le bon jeu du bon moment, si t'as pas de chance, tu n'y arriveras pas, ou si tu le joues mal, tu n'y arriveras pas non plus. Et moi, donc, les gens, ils aiment bien construire leur jeu. Alors, c'est cool parce qu'effectivement, c'est quand même une des super richesses du TCG, c'est que tu peux tout faire n'importe quand. Et aujourd'hui, à Magic, tu as 30 ans d'ancienneté. Tu peux tout construire ce que tu veux, mais même aujourd'hui, à l'Orcana, tu as 1200 cartes qui existent. Tu peux jouer toutes les combinaisons de couleurs, etc. C'est très cool.
Il y a des sportifs qui jouaient à Magic, qui jouaient relativement bien parce que, en gros, on va arriver à se préparer pour être prêt à un moment donné. Et puis voilà, à rester concentré sur ce qu'on fait, pas se laisser distraire parce que quand tu es dans une salle de tournoi, il y a ton pote qui est là-bas, il y a des gens qui crient, enfin voilà, il y a plein de trucs qui pourraient faire que tu vas perdre ta concentration, tu vas oublier un truc, ton adversaire va te parler pendant que voilà, et finalement arriver à garder cette concentration, il y a mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Oui. Un truc de base, tu pioches ta carte, tu vas pas la jouer tout de suite, tu vas la mettre dans ta main pour pas montrer que les cartes que tu avais dans ta main, tu vas rien en faire ce tour-là et tu as peut-être que des trucs un peu nuls. Voilà, ça masque les infos de ton adversaire. Et on le dira jamais assez, regardez ce que font vos adversaires. Quand il pioche une carte, il doit piocher une carte. Quand on est en train de mélanger, etc., on peut aussi regarder ce que fait son adversaire. Tout le monde peut progresser, quel que soit le niveau. Moi, j'ai toujours pensé que jouer avec des gens qui sont meilleurs que nous, ça nous tire forcément vers le haut. Ouais. Alors, faut pas trop d'écart, parce qu'après, sinon, le mec trop fort, ça va quand même le saouler. Voilà. Ouais. Mais voilà, pas se dire, bah lui, je perds tout le temps contre lui, donc je vais pas jouer contre lui. Bah justement pas. En fait, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses en jouant contre eux. Aujourd'hui, on a accès à plein de matchs qui sont filmés. Et ça, c'est une mine d'or, quoi. Je veux dire, écouter les casters et regarder les gens comment... Enfin, une finale d'un challenge, comment ils jouent, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il a fait comme mulligan. Je veux dire, ça, c'est des choix qui sont super impactants. Hein. On perd une partie sur deux, on la perd parce qu'on a mulligané les mauvaises cartes. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment super important. On prend le deck qu'on aime bien, on va regarder les gens qui le jouent très très bien à droite à gauche, et puis on bosse dessus. Ça permet de vraiment se faire une idée de ce qu'il faudrait faire. Et après on le voit, hein, les résultats ils sont immédiats. Hein. Dès qu'on a travaillé de manière un petit peu plus que... Je joue des parties tout le temps les mêmes, contre tout le temps le même pote, au bistrot du coin, à la maison et tout. Mais je vais me renseigner dessus et je vais essayer d'appliquer ce qu'on me dit de faire. Ah bah tout de suite tu vois la différence en fait. Pour être bon au jeu, je dis juste bon, j'ai pas dit excellent, pas être un top. Ouais. L'entraînement suffit. Le TCG, c'est un sport comme les autres. Tu t'entraînes et tu vas progresser. Tu vas progresser jusqu'à arriver, je sais pas, sur un gros tournoi, arriver dans le premier quart, dans les 25 premiers pourcents. Par contre, pour passer au-dessus, je pense qu'il faut quand même un petit quelque chose. Il faut un esprit analytique. Il faut aussi énormément de mémoire. Il faut se souvenir. Qu'est-ce qui a été ancré ? Qu'est-ce qui a été joué ? Avec ton expérience, tu t'es rendu compte de joueurs où tout de suite tu dis eux ils ont un truc, il y a quelque chose. Tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite aux 3 premières cartes qui sont jouées, tu comprends tout de suite l'expérience d'un joueur. Déjà, il n'y a aucun mouvement automatique, tu vas par les premiers tours où c'est vraiment un peu téléguidé. Et après, il y a certaines décisions où tu dis ah ouais, là il y a quelque chose. Tu vois. La gestuelle et la façon de faire. Par exemple, il y a des joueurs, tu le verras, alors rien à voir avec la main, qui quand ils jouent préparent leurs encres pour le tour d'après, inconsciemment. Exactement. Quelqu'un qui a 10 encres, tu vas voir, il y a des moments, il va prendre ses encres, il va en mettre 7 d'un côté, tu peux quasiment être sûr que tu vas prendre ton soyer près derrière. Je vais regarder tes mains. La façon dont tu touches tes encres, la façon dont tu les ranges. Et tu chopes plein de petites informations. Plein de petites informations qui font que, tu vois, tu parlais de petits trucs. Ouais. Ce petit truc, et si tu as réussi, ne serait-ce qu'une fois, à savoir que les 7 ans qu'il a mis de côté, c'était le soyer prête que tu vas prendre et que tu t'es pas développé, t'as gagné. Et voilà. C'est sûr. Il y a très peu de personnes qui regardent la défausse de leurs adversaires. Regardez la défausse de l'adversaire. Ah ouais, on chope plein d'infos. Il y a une tonne d'informations là-dedans. Tu peux même donner des fausses pistes à ton adversaire, c'est très très facile. Tu sais, tu prends tes 4 ans, ils pensent que tu vas jouer telle carte, tu les manipules, tu les remets, tu l'as pas. Et t'as manipulé tes encres. Oui. Et puis en plus, je pense qu'il y a tout le côté poker, le comportement, au bluff. On est content, il se passe des choses. Si demain tu vas copier une liste de bleu rouge qui a gagné et que tu viens me jouer contre moi, je te garantis que tu vas te faire satelliser. Ouais, bien sûr.
parce qu'il faut maîtriser. Enfin, on disait que pour quand tu changes une carte dans un deck, déjà il faut savoir pourquoi tu la changes. C'est pas forcément évident, et surtout faut tester. Dans ma tête, parce que j'ai pas un temps de jeu que je voudrais faire, j'ai dû faire 200 games dans ma tête. Non mais c'est vrai, j'ai pensé à toutes les sorties où c'était ça bon aussi, ou pas bon. C'est un conseil de se projeter aussi sans jouer. Bien sûr, même sans jouer, réfléchissez. En fait, quand tu construis ton deck ou quand tu fais ton mulligan, dis-toi que ton adversaire, quels sont les meilleurs tours qu'il peut faire avec le deck. Je vais jouer contre Amber Stillstone, quels sont les meilleurs tours qu'il va faire contre moi et quelles sont les meilleures cartes que je vais sortir à l'instant T pour matcher. Et ben ça c'est vraiment, c'est vital. Et alors on parlait des 10 mai, et ben les tables hautes, ils le font tous. C'est-à-dire que c'est du travail à découvert, un deck ouvert carrément, hein, où je vais te dire, eh ben vas-y, tour 1, tu vas me sortir ta meilleure carte. Et moi dans mon deck, ben, je vais préférer pareil, je vais dire, alors moi pour matcher ça, et pour préparer, il va falloir que je prenne telle carte. Je la mets de côté. Et on va le faire 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben les 7 cartes qui sont là, c'est ce que tu cherches au mulligan, c'est ta main parfaite. Et tu fais ça pour chaque deck. Et si tu mets une nouvelle carte dans ton deck, tu l'enlèves, et ben tu vas refaire l'exercice. Est-ce que cette carte-là, je la veux dans les 7 ? Tu vois ? Allez, je pense qu'il y a 60% de la victoire finale qui se fait dans les 2 minutes du mulligan. Ouais, c'est sûr. Le plus important à l'Orcana, c'est le mulligan. Ouais. Pourquoi je garde cette carte-là ? Pourquoi je jette celle-là alors qu'en fait, elle me sert pas, mais elle est ancrable. Pourquoi je la garderai pas pour que ce soit ma première encre ? Tu vois ? J'en aurais pas besoin. Tout ce qu'on enlève et tout ce qu'on garde doit être réellement réfléchi. Exactement. Et des fois, on réfléchit un peu, il y en a d'autres, on se dit, bon, on verra. Tu dis juste, j'en ai pas besoin. Ouais, j'en ai pas besoin. Le jeu, c'est pas très grave, elle viendra. Le fait de remettre une ancrable qui n'est pas bonne dans ton jeu, c'est le risquer de la repiocher. Tu n'en veux pas. Ouais. Garde-la, c'est ta première encre. Il faut le prendre en compte dans le mulligan. Très très important ça. Je joue une carte un peu particulière, par exemple je joue un hameçon de Maobi. Il y a un deck contre lequel j'ai pas envie de le voir. Et ben ça sera ma première encre. Ouais, je comprends. Et c'est tout. Non, c'est super. Donc faire un truc qui nous fait plaisir, donc quitte à mettre des cartes. Quand on commence et qu'on veut pas faire de compétitif, on met les cartes qui nous semblent sympas, etc. Puis après on peaufine. On peut regarder sur internet, on peut regarder les autres joueurs, faire des échanges, etc. Mais moi je pars du principe où il faut s'amuser, quoi. Il y a plein de joueurs, je vois trop de joueurs qui gagnent des tournois potentiellement, mais tu vois qu'ils kiffent pas leur deck. Et, moi j'aime bien surprendre. C'est pas le but, je me dis pas je veux surprendre, mais j'aime bien les decks non, bien sûr. Un petit peu pas exotiques forcément, pas sortis de nulle part, parce que Mufasa il était quand même là depuis le début, mine de rien. Mais j'aime bien les decks qui peuvent s'adapter à tout. Et... Faut mieux jouer un deck qu'on maîtrise, même si on perd certaines parties, que d'aller sur quelque chose qu'on découvre, on fait quelques parties, on se dit il est fort, mais en fait on le maîtrise pas du tout. À moins que t'arrives, que tu crois original et que t'arrives avec ton deck super exotique, tu vas peut-être gagner un match ou deux, mais ça c'est toujours pareil, tu vas gagner un match ou deux, puis après tu vas tomber contre les gros joueurs qui maîtrisent parfaitement la méta et les codes et tout ça, et tu vas perdre. Mais je veux dire, il y a des gens, c'est leur métier limite de penser à ça, tu vois. Donc voilà, tu peux arriver avec des decks avec des cartes surprenantes, avec des decks qui sont moins joués et qui peuvent surprendre, mais arriver avec un deck complètement exotique, c'est compliqué et faut pas se croire meilleur que les autres, en construction en tout cas. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui jouent la méta pure et que... pas trop prendre de risques et de rester sur des decks qui qu'on maîtrise, qu'on aime bien, et puis bah voilà, qui peut faire quand même partie de la méta, qu'elle soit en haut ou en bas, hein, peu importe, mais il faut savoir, déjà par rapport à chaque match que tu peux rencontrer, il faut savoir qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu dois poser, quelle main de départ est la meilleure, voilà, il faut quelle carte ancrée, pas ancrée, bien sûr, combien de non ancrables. Il faut je ne sais combien de parties quand même. Bah c'est ça, je pense que le conseil c'est changer pas de deck. Changez pas trop de deck. Entraînez avec votre deck et puis c'est ça. Voilà, quoi, pensez chaque play, de la première carte jusqu'à la dernière. Et de la première carte que tu vas ancrer à la dernière que tu vas jouer, que tu gagnes ou que tu perds, il n'y a pas de hasard entre guillemets. Enfin, si, il y a du hasard parce que tu as ta pioche et tout ça, mais faut faire gaffe à tout, quoi. Et de toute façon, c'est un jeu assez friendly. Hein. Si on s'y file un petit peu, si on fait quelques parties et si on se met notamment dans le compétitif, en fait, on acquiert des mécanismes et des stratégies de jeu et des repères pour après s'améliorer. Hein. Vraiment, il y a cette fameuse adage qui dit que c'est facile à apprendre et difficile à maîtriser. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, Thor, pour progresser, que ce soit pour les débutants ou même des gens qui sont déjà bons à l'Orcana ? La ponctuation et relire les cartes. Le nombre de misplays. D'accord. Que je vois ou que j'ai fait, ou que je fais encore. D'accord. Parce que
De bien lire les cartes. Ouais, voilà. Passer du temps à lire les cartes. Tu l'as depuis plusieurs chapitres. Tu l'utilises, tu la connais sur le bout des ongles. Et à un moment donné, tu fais une mécanique où tu oublies un petit truc et tu dis « Ah merde, c'est vrai, putain, c'est comme ça que ça marche, j'ai oublié depuis le temps. » Voilà. De prendre le temps, des fois, de relire une carte, de faire attention à la ponctuation. Ouais, je comprends. Je vais donner un exemple tout bête, tu vois, un période dans l'hiver, où si t'as pas de personnage en face ni à toi, tu peux la jouer quand même. Tu vois, donc il y a marqué, donc tu choisis une bestiole, tu enlèves 2 points de vie, point, piocher une carte. Bon bah tu fais pas de points de dégâts, mais tu peux piocher. Si t'es dans la panade, ça peut t'aider. Tu peux le faire, ça peut t'aider. Voilà, donc si tu n'as pas de personnage en face, mais que tu as un personnage et que tu joues la carte, bah t'es obligé de te prendre 2 points de dégâts sur ton personnage pour piocher. C'est en pratiquant ton deck pendant longtemps que tu vas tomber sur des situations particulières où tu as la possibilité de faire ça, alors que tu n'as jamais eu l'occasion de croiser cette action. Et ainsi de suite. Pareil, le reling, lire le livre de règles pour savoir à quel moment tu peux faire quoi, et dans les interactions entre telle carte et telle carte, c'est quoi qui prime, c'est quoi qui ci, c'est quoi qui ça. J'ai un carnet de notes sur Dragon Ball, j'ai un carnet de notes sur l'Orcana, j'ai un carnet de notes avec des actions qui au jour d'aujourd'hui me paraissent complètement ridicules, mais qu'il y a quelques mois en arrière, ah oui, d'accord, ça fonctionne comme ça, alors que maintenant c'est complètement instinctif. Ouais. Mais à l'époque c'était pas révolutionnaire, mais pas loin. Mais tu vois là, on en parlait tout à l'heure, la résolution tout simplement de tiens, je vais jouer double cruel diablesse avec ma grosse Ursula en présence des muses, alors que t'as pas de carte en main. Le joueur lambda, il dit bah écoute, tu penses jamais. T'as l'habitude de tiens, je vais jouer 2 fois le période dans l'hiver, et d'instinct tu fais tiens, je joue 2 fois sur ta bête, et tu mets sous le deck et tu pioches directement 2. Ouais. Non. Tu fais ça entre amis, pour la rapidité, pour gagner du temps. Mais le séquençage, c'est pas du tout ça. C'est pas bon. Si tu veux là-dedans développer le double effet de ta muse, l'effet de Jean, l'effet de machin, si tu les oublies parce que tu les actives pas à la voix, alors, ça marche pas. Pour toi, donc un conseil général là-dessus, c'est vraiment de bien relire les règles, de bien comprendre les cartes, de bien comprendre l'ordre des cartes. Et toi, Duncan, à ton niveau de jeu de l'Orcana, si tu devais conseiller, tu donnais un petit conseil pour quelqu'un qui doit progresser à l'Orcana, c'est quoi qui t'a aidé pour toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Soit quelqu'un qui commence, ou soit un autre joueur. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il devienne meilleur? On a beaucoup de cartes et pour faire plusieurs decks. Et comme ça, au moins, si vous êtes plusieurs à jouer dans votre famille, vous pouvez demander tu aimerais bien jouer avec moi ou pas, et tout. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc de pouvoir affronter plein de decks différents. Et de les affronter et de les jouer aussi. Ouais. C'est ça ce que tu veux dire? Même des decks que t'as pas l'habitude, même que t'aimes pas jouer, de les jouer quand même de temps en temps? Ouais. Pour les comprendre. Donc ça, toi, tu conseillerais d'apprendre plein de decks différents. Ouais. Je pense que quand il va y avoir une couleur arriver en tant qu'encre et une couleur différente arriver sur le terrain, de lui-même, il va commencer à composer le deck dans sa tête et savoir à quoi s'attendre. Au poker, on nous apprend, parce que je suis fait en club et tout, au poker, on nous apprend toujours à essayer d'imaginer la main adverse. Toi, tu peux avoir n'importe quelle main, t'as un 7 et 2 en main, t'en as rien à foutre, parce que tu sais qu'en face, ce qu'il a. Et c'est beaucoup plus fort de connaître le jeu adverse, d'imaginer le jeu adverse, que ta propre main, en fait. Donc ce que tu fais, tu as bien regardé les decks de la méta. Je regarde les decks de la méta, je ne veux pas copier un deck. C'est toujours pareil, je prends plus de plaisir avec un deck que j'ai créé moi-même, que la personne en face, je le surprends. Souvent, je m'amuse même à mettre en encre, parce que souvent les départs de chaque deck se ressemblent un peu tous. Bien sûr. Donc je m'amuse à mettre même en encre la carte, voilà, il va voir la carte que j'ai ancrée. Normalement, à l'Orcana, au tour 1, tu sais déjà ce que joue presque en face. Si tu connais les decks de la méta, tu vois ce qu'il ancre, tu vois ce qu'il pose au tour 1. Tu peux savoir, ouais. Tu sais, normalement tu sur un créateur, mais autrement. Voilà, et ben moi là, à ce moment-là, je surprends parce que je vais partir un petit peu, je vais prendre le même départ et puis lui il va jouer mais donc de manière. Tu assumes complètement. Ah, j'assume complètement. C'est-à-dire dans la victoire ou dans la défaite,
Oui. Est-ce que tu vas remettre en question en disant fais chier ce deck que je fais, ça marche pas, Je ça me passe pose pas. la question, d'abord avant un tournoi, on parle de tournoi, je me pose la question, c'est est-ce que j'y vais pour gagner ou est-ce que j'y vais pour jouer? Donc je prends vraiment dans le plaisir dans la création de deck, dans la façon de jouer en fonction de l'adversaire, de souvent surprendre. Pourquoi pas faire des decks fun comme on a, voilà, mais qui fonctionnent un petit peu quand même, mais qui ont du potentiel ou peut-être pour plus tard. Il faut que je prenne du plaisir. Il faut bien garder en tête qu'à la base, l'Orcana, c'est un jeu. C'est un jeu, faut pas que ça prenne le dessus sur « je suis obligé de jouer ce deck-là, c'est la méta, machin, et puis hop. » Ouais, attends, non, faut que ça reste un jeu, voilà. Jouez pour le fun, amusez-vous, et c'est la base, déjà, c'est la base du truc. Oui, c'est la base. Donc amusez-vous, faites-vous plaisir. S'il y a un Mais c'est deck que vous difficile. n'avez pas envie de jouer et que vous prenez pas de plaisir à le jouer, faites-le pas. C'est pas une honte de. Même si vous finissez dernier dans un tournoi de boutique, ben au moins vous vous êtes amusé et vous en ressortez en disant je me suis amusé quoi. J'ai pris du plaisir. Non, c'est clair. Moi c'est la base.